Alors, pour ce dernier exemple, je vous laisse l'initiative de le discuter ouvertement. Bon, je pense qu'on va commencer avec Magali encore, ladies first, toujours. Oui. Ouais. Ben, on remarque qu'on a deux condensateurs. Ça commence à être pas mal tout ce qu'on. Après moi, je le trouve un petit peu. Ça vient de me poser plein de questions à la tête. Là. Mais ben, j'imagine qu'en divisant un petit peu les circuits à différents nœuds, par exemple peut-être l'Y et les X, on pourrait peut-être isoler les systèmes et trouver une façon plus simple de les résoudre. Qu'est-ce que vous pensez? Rien. Bon, d'abord, comme il a dit Serge, qu'est-ce qu'on doit chercher et quel théorème on va l'appliquer? Moi, je vois qu'on va appliquer Millman, tout simplement. Et aussi, je vois qu'on a un condensateur de retour, donc dynamique, c'est-à-dire. Et je vois que, moi aussi, je vois que l'inconvénient d'installer un condensateur comme retour. Voilà, donc je laisse la parole à Serge pour ajouter quelque chose. Moi, quand je regarde le circuit, je cherche le zéro et j'ai une source à l'entrée qui est VI. Bon, à la première, quand je regarde le circuit, d'abord, j'ai l'impression que l'amplificateur, c'est comme si c'était un suiveur, mais c'est pas parce que j'ai une rétroaction positive. Donc c'est délicat, c'est pas un suiveur déjà. Donc vu la complexité du circuit, je me pose la question, quel théorème peut me permettre d'aller chercher V0? Je pense qu'avec Millman, il y a plusieurs méthodes que j'ai à ma disposition, Millman, superposition. Mais avec la superposition, je n'ai pas plusieurs sources, donc ça ne me servira pas. Je pense à Millman. Avec Millman, je vais chercher les points qui peuvent me permettre de trouver des équations qui vont me... En fait, je vais aller chercher des points où je vais utiliser le théorème de Millman pour pouvoir trouver la tension V0 que je cherche. Quels sont ces points? Je regarde, il y a le point Y, il y a le point X. Ça, c'est le point intéressant. Mais il y a aussi une rétroaction V0 qui revient à V-. Et si l'ampli est idéal, ça veut dire que V0 c'est V+. Donc Vx c'est V0. Ça prête un peu à confusion, mais ça ne me dérange pas. J'applique Millman au point Y et au point X et je résout mes équations. Je vois ce que ça me donne. C'est pour ça que je résout ceci. Est-ce qu'on peut considérer C comme impédance? Oui, s'il y a C, moi, à mon avis, quand il y a C, je passe par les impédances, parce que s'il y a C, il y a fréquence. Parce que si VI c'est une tension continue, C en beaucoup, C c'est un circuit ouvert. Si c'est une tension continue, la fréquence c'est 0, donc l'impédance de C c'est l'infini. Donc c'est un circuit ouvert là-bas. Donc nécessairement VI, c'est une source variable qui a une fréquence. Donc pour moi, quand je regarde, quand il y a C, c'est qu'il y a fréquence. Donc je regarde, je cherche l'impédance. Et la question que se pose, l'influence du condensateur comme rétroaction sur le système, peut-être la question à M. Vailly, est-ce que... Là, moi, si je dois penser comme vous, je dois avoir une stratégie. Donc, premièrement, je vois des composants qui sont des condensateurs. Donc, la première chose que je pense, est-ce que c'est un circuit qui agit comme un filtre? Parce qu'un filtre est composé des composants dynamiques et statiques. Donc, avant de commencer le problème, je dirais probablement c'est un filtre. Peut-être je vais me tromper, mais je vais voir qu'à la fin de compte, la réponse fréquentielle, c'est-à-dire V sur VI, va être une fonction de transfert qui va dépendre de la fréquence. Donc, supposons que je n'ai pas vu que c'est un filtre. Comment je vais analyser? Premièrement, c'est un feedback qui est toujours négatif. Hein. C'est un suiveur finalement. Et c'est un suiveur parce que la tension Vx est égale à V haute. Donc, on n'a pas un feedback positif, on a un feedback seulement négatif. On a un feedback entre la sortie et vers l'entrée, c'est vrai, mais c'est toujours
un feedback qui est négatif. Maintenant, la seule chose qu'on voit aussi, c'est que, comme tu as mentionné, Serge, où est-ce qu'on doit appliquer Millman? Mais n'oublions pas que Millman, c'est un outil qui est efficace. Il y a des étudiants qui vont utiliser les lois de Kirchhoff. Ils ont le droit, mais peut-être l'erreur va être beaucoup plus grande en appliquant les lois de Kirchhoff. C'est pour ça qu'on essaie de donner le théorème de Millman. En fin de compte, on l'appelle théorème, mais ce n'est pas vraiment un théorème. C'est un dérivé de toutes les lois de Kirchhoff relatives aux tensions et au courant. Et ici, je pense que tu as raison, il faut appliquer Millman. Maintenant, la question qu'on se pose, où est-ce qu'on va appliquer? Donc, c'est sûr qu'on va appliquer au point Y, où on a 3 branches. Il y a le VI, le VX et le VOUT qu'on doit appliquer à ce nom-là. Okay? Bien sûr que l'impédance des condensateurs doit être considérée, c'est-à-dire 1 sur CS. Ouais. Maintenant, la deuxième question, avec juste cette équation, on va pouvoir trouver la réponse. La réponse est non, parce qu'on a une inconnue, une équation. En fin de compte, on a 2 inconnus. On a VI, VOUT et VY. Donc, on ne peut pas résoudre le problème. On a besoin d'une deuxième équation. Il n'y a pas d'espace. La seule façon qu'on doit faire, c'est d'appliquer la loi de Kirchhoff au point X. Okay? Et en ajoutant la relation qui existe entre Vx et Vout qui sont identiques, parce que V plus est égal à V moins, on va pouvoir solutionner le problème facilement. Maintenant, je répète, lorsqu'on a un filtre ou bien un circuit de cette nature un peu complexe, il ne faut pas de trouver une configuration qui est standard. Okay? C'est vrai qu'il y a une configuration qui est standard, qui est le suiveur, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc c'est mieux d'utiliser le théorème de Millman. Là maintenant, la question que je me pose, une question vraiment bête, à quoi ça sert ce suiveur? Donc si j'enlève le suiveur, cela veut dire que je dois connecter le condensateur d'en haut directement au point X. Est-ce que je vais avoir la même réponse? C'est ça que je dois me poser la question. Là, à un examen, vous n'avez pas le temps de penser à ces choses-là, mais en tant qu'un étudiant qui est vraiment curieux, on doit se poser cette question. Et la réponse est simple. On peut juste analyser ce circuit. Donc on enlève l'amplificateur opérationnel, on relie l'autre condensateur au point X, et on voit qu'on a plusieurs impédances. Il faut analyser juste par diviseur de tension. Donc la résistance R en série avec la résistance R qui est en parallèle avec le condensateur C, et un autre condensateur qui va agir comme la balance entre diviseurs de tension. Donc vous faites ça, vous regardez le résultat, plus le résultat que vous avez trouvé avec ce circuit-là, et vous comparez là, vous allez dire, à quoi ça servait le suiveur? Est-ce qu'on a mis le suiveur juste pour mettre le suiveur? Parce qu'en mettant le suiveur, il faut mettre la polarisation. Il faut mettre le plus ou moins 15 volts ou bien plus ou moins 5 volts. Donc on complique le circuit, on ajoute des composants. Pourquoi? Donc il y a toujours un objectif derrière ça. Ok, est-ce qu'on peut déduire l'état du système? Est-ce qu'il est stable ou instable à partir de ce schéma-là? Un circuit qui contient juste des composants dynamiques et statiques comme les résistances et les condensateurs est toujours stable. Maintenant, il y a un suiveur qui nous donne un gain qui est égal à 1. Le système doit être stable, absolument. Le système est stable. Donc, de premier vue, je déduis directement que le système est stable. Oui. Et ça dépend de la fréquence, avec la fréquence, la sortie va changer. Donc, la fonction potentielle est négative. Est-ce qu'il est stable? Non. Les pôles du système sont négatifs, c'est-à-dire le dénominateur lorsqu'on fait tendre le dénominateur à 0, on trouve les zéros de transmission, les pôles doivent être négatifs. Okay. Mais on peut avoir un nombre complexe aussi. Sa question, je vois, qu'est-ce qui lui pousse à le poser? Le système serait instable si le bouclage se faisait directement sur le plus. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Donc là, on ne retourne pas directement sur le plus, mais on prend la sortie, on l'injecte, réinjecte sur la résistance. Mais s'il y avait un bouclage sur l'entrée plus, là, on va se poser la question de stable ou pas stable, ou limite de stabilité, parce que si tu reviens un peu sur le cas de l'oscillateur, à relaxation, il y a un retour, mais qui va directement sur le plus. Et là, c'est un circuit qui va osciller, justement. J'ai une autre question, là, puisque tu as invoqué ce point-là. C'est un système du deuxième ordre, on le voit. Hein. Donc, au dénominateur, on va avoir AS2 plus PS plus C. Et donc,
D'après toi, est-ce qu'on va avoir deux racines identiques, deux racines complexes, conjuguées, deux racines différentes? C'est quoi comment tu t'attends à avoir comme réponse? En fait, je vais chercher les zéros ou les pôles, c'est-à-dire le dénominateur. Si elle est complexe, donc, ou appartient à R- ou R+. Parce qu'avec ce circuit-là, il y a trois choses qu'il faut se rappeler. Les pôles ne peuvent jamais être éléments de R+. Les pôles doivent être éléments de R négatifs ou bien complexes conjugués. Mais par contre, on a juste des condensateurs. Donc avec juste des condensateurs, on ne peut pas arriver à obtenir des nombres complexes conjugués. On va avoir juste des nombres complexes, des nombres des pôles négatifs identiques ou bien différents. Ça, c'est lorsqu'on a des circuits qui sont passifs. Maintenant, avec l'amplificateur qui est un élément actif, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va avoir encore des nombres complexes conjugués ou bien? Parce que la théorie nous dit que si on a des composants dynamiques de nature de condensateur seulement, on ne peut pas avoir des nombres complexes. Il faut avoir de nature différente. Okay? Ici, on a un amplificateur qui s'ajoute. Qu'est-ce qui va arriver? Donc peut-être l'amplificateur va influer sur les pôles. Mais qui décide les pôles? Est-ce que la source décide les pôles? Non. Non. C'est juste les composants, les bobines et les condensateurs. Puisqu'on n'a pas ajouté un autre composant comme une bobine, donc ça va rester des pôles négatifs appartient à R-, c'est ça. Exact. Oui. Pas toujours exclusivement vrai. Quand vous avez des circuits avec ampli-up, vous pouvez avec des simples condensateurs avoir des combinaisons. Oui, mais c'est juste un suiveur. Oui, d'accord, mais ce n'est pas un résultat absolu. Vous pouvez avoir un circuit à ampli-up avec seulement des condensateurs et avec des pôles complexes conjugués. On peut avoir un amplificateur avec, en fin de compte, plusieurs amplificateurs avec des restances et des condensateurs. Si on regarde l'impédance, ça devient une impédance qui est inductive, qui représente une inductance. Donc, là aussi, c'est un circuit intéressant parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser une bobine, alors que le circuit vous donne une bobine. Le comportement du bobine. Le comportement du bobine. Oui, ça c'est très intéressant. Comment? RNDF. Oui, et puis bon, de là, dans je pense le 275, vous avez un exemple comme ça avec lequel vous faites la simulation. À base d'ampli-up et de condensateurs, on peut créer un système de second ordre oscillant amorti. Oui. Donc, c'est ça. Bien, alors, une dernière question. Comment on étudierait un circuit comme celui-là pour le caractériser? Vous êtes ingénieur et on vous donne ce circuit-là et vous voulez le caractériser. Qu'est-ce que vous allez faire pour le caractériser? D'abord, on trouve la fonction de transfert. Oui. D'abord, identifier les composants dans la Oui, d'accord. Vous avez identifié les composants et la fonction de transfert. Est-ce que pour un ingénieur, la fonction de transfert... Oui, c'est pour déduire la stabilité du système. D'accord, le système est stable. Mais je veux voir, mon système, je vais l'utiliser pour des signaux, différents types de signaux. J'aurai besoin de quoi? Faire au cours de 50 de baud. Excellent, voilà, c'est ça. Pour voir on arrive à... le gain et la phase. Cette fonction de transfert aussi, c'est une représentation des caractéristiques du circuit, mais on a besoin, comme c'est un circuit dynamique, on a besoin de connaître son comportement vis-à-vis de différentes fréquences. Et c'est là où on va avoir recours un peu à la représentation de Bott, qui est une représentation commode pour représenter tout ce paquet d'informations en fonction de la fréquence. Parce qu'un système dynamique, sa sortie va, en termes d'amplitude et de déphasage, va changer en fonction de la fréquence. Et donc c'est là où on arrive au diagramme de Bott qu'on va voir une autre occasion.